Alors, je suis heureux de vous trouver ce cours parce que j'ai eu l'occasion de parler il y a maintenant, je pense, presque un an, et où nous avions discuté de la fin de la vie. Et nous avions regardé pourquoi la vie est précieuse, pourquoi elle est précieuse jusqu'à la fin. Et comme elle est précieuse à la fin, ben, il faut s'occuper de la fin, ça aide. J'ai développé un intérêt pour la fin de la vie, parce que c'est une période importante. Il se passe beaucoup de choses à la fin de la vie. Et il est bien important que nous sommes, on ne regarde pas souvent dans ce monde. On regarde devant nous, puis on ne s'occupe pas beaucoup des gens qui ne sont plus dans notre quotidien, ils sont malades. Il y a un travail à faire pour se sensibiliser à ce qu'il faut faire à la fin de la vie. Moi, je me suis occupé de malades qui étaient malades pendant 40 ans. Et ensuite, je me suis occupé de malades, mais non pas parce qu'il y avait quelque chose à faire pour la maladie, mais parce qu'il y avait quelque chose à faire pour le malade. C'est une autre vision. Et surtout, quand il n'y a plus de possibilité de guérir, ben, il faut que la fin de la vie soit confortable, vivante, créatrice, et permette à chacun de continuer cette évolution dans l'identité que nous avons. Ce monsieur, la veille de son départ pour l'autre nord, c'est pas tout à fait le monsieur que j'ai connu à 50 ans. Il y a eu un grand changement. Et parmi ces changements, il y a des changements très positifs. Il n'y a pas juste des changements négatifs. Il y a des changements très positifs. Il faut assurer que ces changements se passent bien, il y a une condition. Il ne faut pas être tout seul. Il faut être accompagné. Accompagné par son époux, certainement. Par ses enfants, sa famille, certainement. Quand on est tout seul, on est accompagné par des bénévoles, il ne reste personne d'autre pour vous accompagner. Et donc, le bénévolat, c'est une réalité importante. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais vous expliquer pourquoi accompagner, c'est soigner. Et vous allez comprendre que je vais commencer par parler de vous autres, des gens en bonne santé. Regardez comment ça se fait qu'on est en bonne santé. Puis après, on regarde voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rester comme ça. Être bien. Non. Être bien, être en forme. Quand on se dit bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Être bien, c'est le résultat de beaucoup de choses. Notre bien-être, il vient du fait qu'on s'est adapté à beaucoup de choses. Et ces mécanismes d'adaptation, on n'en est pas toujours conscient. On le sait bien, qu'on s'adapte continuellement à sa vie. Et c'est grâce à ces mécanismes-là, qui sont transparents à nos yeux, que l'on est bien portant. Et je vais vous montrer, ou discuter avec vous, 3 de ces mécanismes. Il y en a plus que 3, et on va en choisir 3. 3 qui nous permettent d'être en bonne santé. Le premier va discuter de la douleur. Est-ce que quelqu'un a mal dans la salle? Oui. Levez la main ceux qui ont mal. Il y a à peu près 10, même moins que 10% qui ont du mal. Il y a moins de 10% des gens qui disent « j'ai du mal ». Je souhaite que l'on puisse vous alléger votre mal, ceux qui ont mal. Je vais discuter un peu de ce mal-là, la douleur. Nous vivons tous de la douleur. Et maintenant, je vais vous dire, 100% des gens dans cette salle ont de la douleur. Mais il y en a que moins que 10% qui s'en aperçoivent. Les autres s'en aperçoivent pas. Wow! Alors voilà.
Ça, c'est mon système électrique de perception de la douleur. Oui, les nerfs, ça va partout. Il y en a beaucoup dans les mains, qui travaillent avec ses mains. Alors, la main est très sensible, il ne faut pas l'écraser, il faut la garder active. Il y en a beaucoup moins dans l'intestin, parce qu'on ne regarde pas travailler l'intestin. Il y en a à peu près pas dans le cerveau. On peut être opéré dans le cerveau, faire de l'anesthésie, il n'y a pas de douleur là. Mais on a un arbre de nerfs qui s'en vont partout. Et puis, ils sont là pour nous informer de la douleur. Cet arbre-là sait qu'il y a de la douleur lorsqu'il y a quelque chose qui le stimule. Quand il n'y a rien qui le stimule, il y a quand même une petite réponse. J'imagine que je suis le cerveau. Le cerveau, c'est la boule rouge là-haut. Lui, il écoute chacun de ces nerfs-là. Et il entend. Plop, 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 plop. Parce que les nerfs, ils ne sont pas inertes. Ils envoient un petit plop, un petit signal, juste pour dire au cerveau que le système fonctionne. Il est on. C'est comme, on pourrait dire, un petit bruit de fond. En d'autres termes, le cerveau entend un tout petit message de douleur constamment et partout. Et donc, il entend plop, 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 plop. Ce système répond à une stimulation douloureuse en faisant évidemment un bruit beaucoup plus grand. Et ce système est continuellement sur le qui-vive. Donc, ça veut dire que vous et moi, vous qui n'avez pas de mal, votre cerveau efface le petit bruit de fond pour que vous ne soyez pas constamment en train d'avoir du mal. Ce système est donc allumé, et comme il est allumé, pour effacer le système de douleur, le cerveau va produire des substances qui ressemblent à de la morphine. On appelle ça des endorphines, c'est-à-dire de la morphine de endo, de l'intérieur, de la morphine que je fais moi-même. Donc, si j'ai un cerveau qui entend plop, 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 il sécrète des endorphines qui ont fait tch, tch, tch. Et là, je n'ai plus mal. Ce système-là, si je ne l'avais pas, je vivrais avec de la douleur constamment. Il supprime le bruit de fond et me permet de n'avoir aucune douleur. Supposez que je suis maintenant en train de faire du jogging. Je pars avec mes huiles de course le matin et je me mets à jogger le long de la rivière Yamaska. Quand je jogue, mes hanches sont cognées par mes fémurs, mes talons rentrent dans mes genoux, mes orteils sont en train de se faire étirer, et là, le cerveau, il entend. Oh, il y a beaucoup plus de bruit. Pas parce qu'on fait des choses qui font mal, mais parce qu'on stimule le système qui perçoit la douleur. Résultat, le cerveau dit « Oh, il faut que je fasse plus d'endorphines. » Et maintenant, le cerveau fait « Tch, 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 tch. » Et on n'a pas de mal. Le monsieur qui, la madame, qui fait de la course à pied tous les matins, vit avec un système qui arrête la douleur, beaucoup plus efficace, beaucoup plus stimulé que la personne qui ne fait pas d'exercice. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour supprimer la douleur de la course. Mais maintenant, je vis avec ces endorphines, qui sont des hormones du cerveau, élevées. Et ça a une conséquence. Voyez-vous, si je fais 30 minutes d'exercice par jour, je multiplie par 5
ma production d'endorphine, de morphine interne. Et donc, je suis capable de courir sans avoir mal. Puis quand je cours pas, je les ai encore, ces endorphines-là. Et donc, je vis avec un niveau élevé d'endorphines. Et le coureur qui s'habitue à courir 3 fois par semaine, un beau samedi matin, il s'en regarde dehors, il fait frais, c'est l'automne, il pleut, il décide qu'il est trop large pour aller courir. Il ferme la porte, il rentre dans le temps. Et à 3 heures de l'après-midi, il est en manque. Parce que pour maintenir les endorphines élevées, il faut faire un exercice continu. Puis là, il n'a pas fait, alors les endorphines redescendent tranquillement vers le niveau de base. Et je dis, il est en manque, parce que c'est un peu comme une drogue, ça, les endorphines. On va voir que les endorphines, ça nous permet d'avoir un sentiment de bien-être. Beaucoup de choses que l'on fait augmentent les endorphines. Courir, c'est faire de l'exercice, c'est important. Et faire l'amour aussi. Quand il y a 20 ans et que tu fais l'amour, il y a une qualité physique à ça qui est très plaisante, mais qui va aussi élever les endorphines. Endorphines augmentées par 5. Se faire masser, ça augmente aussi les endorphines. Puis pas seulement les endorphines du cerveau, mais aussi celles de la peau. Parce que quand on vous masse la peau, il y a des hormones qui se libèrent, dont une hormone qu'on appelle l'oxytocine qu'on utilise pour déclencher l'accouchement. Quand les femmes vont accoucher, le niveau de l'oxytocine augmente, puis là, le travail commence, puis le bébé s'en vient. Et l'oxytocine, ça enlève la douleur. Une chance, ça fait mal d'accoucher. C'est pas une mauvaise affaire que l'oxytocine soit également énergétique. Mais quand vous faites masser, on augmente aussi l'oxytocine. Par des moyens qui sont donc des moyens très simples, on vit avec un bien-être qui est un bien-être secondaire au fait que mes endorphines sont élevées. Je me sens bien parce que je suis actif. J'ai moins mal. Je ne me rends pas compte, même si je fais de l'exercice, que ça crée de la douleur. Mon stress est moindre. Je deviens plus calme. Mon appétit est réglé. La dopamine de mon cerveau est stimulée. C'est l'hormone du plaisir. La détente est meilleure. Le sommeil est facilité. Et ça a des propriétés antidépresseurs. Conclusion, vous allez tous vous mettre à courir à partir de la semaine prochaine. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Mais comprenons que si on ne fait aucun exercice, on n'augmente pas nos endorphines et on devient plus susceptible à la douleur. Ceci nous configure au fond pour la vie. Nous avons tous des facilitateurs de bien-être, dont les endorphines, qui sont actifs à l'intérieur de nous, même si on ne le sait pas, qui peuvent varier dans le temps, en efficacité. On va montrer, par exemple, que le niveau de lumière augmente les endorphines. Donc, quand tu t'en vas l'hiver où il fait noir à partir de 8 heures du matin, clair de 8 heures du matin à 4h30, ben, ton niveau de lumière vient pas de même au mois de juin, où c'est de 6 heures à 8h30 le soir. Et donc, c'est plus facile d'avoir des endorphines l'été. C'est très commode parce qu'on court plus l'été que l'hiver. Hein? Mais ça fait partie de notre adaptation. Et ça nous donne un sentiment physique de bien-être. Pas forcément psychologique, mais physique. Et c'est réglé par toutes sortes de choses. Notre état physique, notre état psychologique, notre état de relation les uns avec les autres, notre état artistique, spirituel, etc., etc., ça nous permet de vivre. Ma femme souffre d'une maladie qu'on appelle la fibromyalgie. Dans la fibromyalgie, on a mal tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus d'endorphines.
Mais quand tu n'as plus d'endorphine, le cerveau fait. Le cerveau entend. Top, 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 et il fait rien. Et ce qui reste, c'est de la douleur. Où? Partout. Parce qu'il y en a partout des lèvres. Donc, des fois, c'est l'épaule, des fois, c'est la cuisse, des fois, c'est l'autre épaule, des fois, c'est dans le dos, des fois. Le remède à ça, le meilleur remède à ça qu'on ait actuellement, c'est de faire courir ces gens-là. De les faire marcher. C'est quand ils courent et qu'ils marchent, ils augmentent le niveau d'endorphine, et là, ils n'ont plus mal. Ils n'ont pas mal parce qu'ils ont trop de douleur, ils ont mal parce qu'ils n'effacent pas la douleur qui se produit spontanément. Ces gens-là, souvent, ont d'autres symptômes comme de la fatigue chronique. Ils sont un peu déprimés. Ils arrêtent de manger. Ils vieillissent un peu plus vite. Et on va leur dire, faites de l'exercice, mangez bien, faites-vous masser de temps en temps, voire puis acheter un sport. Mon épouse va dans le sport 3 à 4 fois par semaine. Ça, c'est un massage par le jour. Ça donne de l'oxytocine. Et ça donne des endorphines. Et donc, avec ça, au lieu de prendre 20 pilules par jour, elle en prend 5. C'est pas parfait, mais 5 pilules, c'est beaucoup mieux que 20. Parce que chaque pilule a des effets secondaires, et le moins on en prend quand on n'en a pas besoin, le mieux c'est. Si on a une perte de production d'endorphine, on a donc forcément de la douleur. Mais si vous m'écrasez le pied, mon cerveau entend, il n'est pas capable de me faire assez l'endorphine. Il n'y a rien à faire. Il pourrait avoir du mal. Parce que là, la stimulation douloureuse est beaucoup plus grande que ce que le cerveau peut faire. Le cerveau, il n'est pas là pour empêcher d'avoir mal quand tu as une blessure. Ce qu'il fait avec les endorphines, c'est que tu ne sens pas de mal quand tu n'as pas de blessure. Donc, les stimulations douloureuses excessives ne sont pas effaçables par les endorphines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des exorphines. Endo, ça veut dire en dedans. Exo, ça veut dire en dehors. Donc, quand je fais des endorphines, je les fais en dedans. C'est des endorphines. Mais si je prends de la morphine par la bouche, elle vient de dehors, c'est une exorphine. Et donc, si je prends des médicaments pour la douleur, je vais être capable de contrôler ma douleur. Puis, des médicaments proportionnels au bruit du... Si ça en a beaucoup, mais ça va en prendre plus. Si c'est moyen, mais ça va en prendre moins. Mais j'ai besoin de médicaments extérieurs. Voilà la personne qui, ici, se met à se briser quelque chose. Sa douleur augmente, et ça, c'est sa consommation de morphine. Avec cette consommation croissante, la douleur est supportable. Mais si elle ne l'avait pas, il ne serait pas supportable. Donc, je me résume. Nous avons toujours, chaque fois qu'on fait face à la douleur, deux réponses. La première réponse, c'est les endorphines. Ces endorphines sont peut-être insuffisantes. Quand elles sont insuffisantes, ben, ça prend les endorphines. Et l'un avec l'autre contrôle la douleur. Et si on contrôle la douleur avec les deux, ben, il y a toujours participation des deux tout le temps. Tout à l'heure, on va voir pourquoi on a besoin de ça. Alors, êtes-vous convaincus que vous avez tous du mal? Et que vous supprimez bien le mal? Et ceux qui ont du mal, qui ne suppriment pas bien. Il y a des choses simples qu'on peut faire. Par exemple, marcher tous les jours, aller dans un sport, se faire donner un massage de temps en temps, faire un peu d'exercice, manger bien, toutes choses qui vont permettre au cerveau de faire la bonne quantité d'endorphines. Et ça va vous garder vous-même plus longtemps dans la vie, plus confortable dans la vie. Mais ce système-là, qui nous rend un peu rare,
Je vous l'ai pas dit, mais faut... Si je prends un scotch, quelques minutes après, oh, puis l'endorphine devient un peu haut. Puis là, je deviens de bonne humeur. Puis je commence à parler plus facilement aux gens autour de moi. Et puis, bon, si j'en prends juste un, ça ne dure pas très longtemps. 4, 5, 6 heures, puis ça s'en va. Si j'en prends plus qu'un, mais là, les endorphines sortent tellement vite qu'au bout d'une ou 2 heures, le panier est vide. Quand le panier est vide, ben, j'ai plus d'endorphines. Quand je me lève le lendemain matin, j'ai une gueule de bois, j'ai mal partout, j'ai mal à la tête, j'ai pas bien, j'ai tout libéré artificiellement des endorphines. Et puis en même temps, j'ai arrêté la machine qui en faisait. Parce que l'alcool, ça arrête la machine qui en fait. Et donc, ça me met, quand je n'ai plus d'endorphines, une journée, 2 journées, à me remettre du fait que j'ai pris plus qu'un scotch, un effet gros. Donc, c'est modulé aussi par l'alcool. Puis, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez tous compris que si je prends des endorphines en plus grande quantité, pour augmenter artificiellement mes endorphines, je vais me sentir bien. Regardez. Si je consomme de la cocaïne, des médicaments qui sont proches, si je... Non. Je recommence. Si je consomme de la morphine parce que j'ai du mal ici, à la hauteur de mon micro. Je prends un peu de morphine et j'ai encore mal à 6 sur 10. J'en prends un peu plus et là j'ai mal à 4 sur 10. J'en prends un peu plus et là j'ai mal à presque 0. J'ai trouvé la bonne dose qui équilibre mon mal. Et tant que mon mal va être comme ça, cette dose, si elle reste là, elle va contrôler ma douleur. Mon cerveau va rester clair. Je vais pouvoir conduire ma voiture. Je n'ai pas d'atteinte de ma connaissance. Je suis normal, mais j'ai eu besoin de beaucoup plus d'exorphine. Quand la douleur commence à s'en aller, ben, je réduis. Puis je réduis, puis à un moment donné, j'arrête complètement. Je n'ai eu aucun effet secondaire. Le premier effet secondaire que je pourrais avoir, si j'en prends trop, c'est que mon cerveau devient un peu perdu. Par exemple, avant d'augmenter la dose de médicaments à une madame ou à un monsieur, je lui demande, dites-moi, monsieur, pouvez-vous me dire les mois de l'année? Mais voyons, docteur, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, ou septembre, octobre, décembre. Oh! Est-ce que vous êtes capable de les dire à l'envers? Ben voyons, docteur, décembre, novembre, octobre, septembre, décembre, novembre, septembre, il n'y a pas de R à ou. Et donc, il ne trouve plus où. Moi, je le trouve. Mais lui, il ne trouve plus. Pourquoi? Parce que sa dose de morphine est déjà un peu trop haute. La première affaire qui apparaît, c'est qu'on devient un peu perdu. Êtes-vous capable, madame, de me dire combien font 100 moins 7? Ben voyons, docteur, j'en ai 93, c'est évident. Ah oui, et 93 moins 7. 7, là, c'était fait avec un 4 et un 3. Donc 93 moins 3, 90, 93 moins 4, 86, 87, 93 moins 6, 86. Mais si tu as pris un peu trop de médicaments, ou un peu trop d'alcool d'ailleurs, tu ne sais plus. Je sais 87. Alors, avec un petit examen de le fonctionnement du cerveau, je sais que j'ai trop de médicaments. Et là, je viens d'entrer dans une zone dangereuse. Plus j'augmente les médicaments, plus je peux avoir des problèmes. Quand j'en ai beaucoup, j'arrête de respirer. Je m'endors et j'arrête de respirer. Et c'est pour ça que les gens qui prennent du fentanyl meurent, parce que le fentanyl est 1000 fois plus puissant que la morphine. Puis ils prennent des quantités pour anesthésier un éléphant, puis c'est pas de l'éléphant. Et ils ne savent pas qu'il y a du fentanyl là-dedans. Puis ils en font assez, puis ils en meurent. Je vous recommande de ne pas prendre le fentanyl dans la rue.
L'esprit des docteurs d'hôpitaux, ils le font en général bien. Cette introduction, c'est pour vous montrer autre chose. Si je prenais, pour me sentir bien, plus d'exorphine, donc de la cocaïne ou une morphine, ben, si je prenais un petit peu, ben, je m'habitue à ça. J'ai plus de signes. J'en prends plus. Je m'habitue à ça. J'ai plus de signes. Puis j'en prends plus. À un moment donné, je suis habitué à vivre avec un niveau élevé d'exorphine. Et ça me donne d'être correct, de me sentir bien. Puis le jour, et le cerveau va s'habituer à ça. Comment il va faire pour s'habituer? Plus je monte la morphine artificielle que je prends en dehors, plus le cerveau fait de la douleur. Si bien quand je prends de la morphine pour des raisons récréatives, mon cerveau, il fait de la douleur. Puis le jour où mon pusher n'est plus là pour me vendre la médication artificielle que je prends, j'en manque, il reste la douleur. Puis il en reste assez que je me dépêche de trouver une autre dose. Puis là, je suis pris entre la douleur, le médicament, qu'on appelle, je suis devenu addict. Au fond, être addict, c'est vouloir avoir un niveau d'endorphine de la vie courante, ou l'équivalent, par des façons artificielles. On serait beaucoup mieux de faire du jogging le long de la Yamaska. Il y a beaucoup moins de risques. Mais on comprend aussi pourquoi les gens qui se sont habitués à ça vont avoir beaucoup de difficultés à arrêter. Parce qu'il va falloir que la douleur que le cerveau a créée disparaisse spontanément. Bon, j'ai fait un petit peu la côté parce que ça explique une partie de ce que l'on vit. Mais notre système d'endorphine est encore plus compliqué que ça. Parce qu'il n'y a pas juste une sorte d'endorphine, il y en a au moins une dizaine de sortes. Il y en a qui répondent à d'autres choses qu'aux petits bruits que le système nerveux fait, qu'il faut écraser. Regardons ensemble ce qui se passe lorsque l'on chante. Voilà qu'à la chorale de Munich, qui est une ville en Allemagne, il y a une chorale qui répète la Passion selon Saint-Jean de Bach. Bach, c'est un Allemand. Les Allemands aiment la musique de Bach parce que ça vient de chez eux. La musique de Bach est merveilleuse. Et tous les lundis, la chorale descend dans le sous-sol de la cathédrale. Puis là, ils ont une répétition parce qu'ils vont chanter dans 2 mois la Passion selon Saint-Jean de Bach. Et un soir, voilà qu'en descendant les escaliers, les gens qui viennent à ça vont avoir une surprise. Vient à ça 70 choristes, un pianiste qui accompagne les choristes, un chef, un monsieur qui fait le ménage et qui s'occupe de moi, qui travaille à la salle, puis une trentaine de gens qui habitent à côté de la cathédrale, qui ont déjà chanté la Passion pour le Saint-Jean, qui viennent avec leur partition, parce que ça leur fait plaisir de suivre et de rechanter ce qu'ils ont chanté avec bonheur. Et tout ce petit monde-là descend un escalier en bois, et en bas de l'escalier en bois, il y a un monsieur avec une grande table, et sur la table, il y a 75, 80 petites bouteilles avec un bouchon ouvert. Et chaque fois que quelqu'un rentre dans la salle, il dit « Monsieur, madame, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, cracher dans cette bouteille? » Crache dans la bouteille, dès le bouchon vert. Et ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouchette de bouchon vert disponible. On a tout fait ce qu'on a fait. La répétition a lieu, ils trouvent ça formidable, ils prennent le café, ils répètent encore, puis vers 10h, moins quart, ils s'en vont. Et là, le monsieur est là, et sur sa table, il y a 90 petites bouteilles à bouchon rouge. Monsieur, pourriez-vous, madame, cracher dans cette petite bouteille? Et il crache dans la petite bouteille. 3 semaines après, le monsieur qui était à la table reçoit un papier qui montre
que si vous chantez pendant 2 heures, vous diminuez votre hormone de stress de 50%. Ça, c'est le cortisol. C'est une hormone qu'on utilise quand on est stressé. Vous augmentez vos anticorps de la salive par un facteur de 3. Et si les anticorps ne sont pas de la salive, qui sont produits ailleurs, à l'intérieur de nous, c'est pareil, mais on augmente nos anticorps par un facteur de 3. Ça veut dire qu'on est 3 fois plus résistant aux virus, aux microbes, au cancer et à tout ce que le système immunitaire peut suivre. Et les gens ont un effet important sur leur humeur. En d'autres termes, mettez votre cerveau en configuration de bonheur. C'est ça que fait chanter. Quand on est heureux, on chante. Et d'un coup, les choses vont mieux. Pas les choses psychologiques, aussi les choses psychologiques, mais le physique va mieux. Tu deviens plus résistant. Ce que nous faisons ici, c'est d'expliquer ce que fait le bonheur. Le bonheur est un système puissant qui va nous aider à vivre. Quand tu es heureux, ton système immunitaire marche très bien. Quand tu es déprimé, il ne marche plus. Quand tu manges bien, ton système immunitaire marche très bien. Quand tu manges plus, puis que tu maigris, puis que tu es maigre et jaune, il ne marche plus. Et là, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, grâce au bonheur, la synthèse, la production, la libération d'endorphines qui renforce notre résistance, ça nous permet de rester vivants, résistants. Ça nous donne de la vie. Ça va nous permettre de vivre plus longtemps. Le bonheur donne la santé. Il va nous permettre une performance physique meilleure, une tolérance au stress meilleure, une meilleure chance de survie quand il arrive des infections, des épidémies, des grippes qui vont partout. Si vous êtes heureux, vous serez moins malade. Mais si vous n'êtes pas heureux, et encore plus si vous n'êtes pas heureux et mal nourri, ben alors là, vous avez plus de chances d'attraper toutes sortes d'affaires et d'avoir des complications. Ce que je viens de vous dire a des conséquences importantes. Voyez-vous, le bonheur, c'est une condition pour la vie. Or, ni vous ni moi, nous ne pouvons faire notre propre bonheur pour nous-mêmes. On ne peut que cueillir le bonheur de la main de ceux qu'on aime. Le bonheur, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants, c'est mes amis, tout ça fait partie du bonheur. Enlevez ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et gardez-moi tout seul dans une petite pièce où je regarde le miroir, tout ce que je vois, c'est une face que je veux voir. Il n'y en a plus de bonheur. Et s'il n'y en a plus, eh bien, il n'y a plus non plus de santé. En d'autres termes, lorsque je regarde l'ami Janvier ici, là, je peux lui dire que son amitié me fait vivre, parce que son amitié me donne du bonheur. Et j'espère que la mienne le fait vivre lui, parce que ça lui donne aussi du bonheur. Le bonheur ici, c'est de reconnaître qu'on est l'un en face de l'autre, tous les deux égaux, tous les deux vivants, tous les deux heureux de se rencontrer, d'être là. C'est une source de bonheur. Mais c'est une source de santé. Ne pensez pas à la santé sans bonheur. Et donc, ne pensez pas à une société en santé si elle n'est pas capable de réfléchir sur le bonheur. Et le bonheur, c'est pas seulement le droit de choisir de faire n'importe quoi. C'est pas ça, le bonheur. Le bonheur, c'est de retrouver cette espèce de lien qui nous fait vivre avec les gens qui sont autour de nous et avec ce que l'on aime. Se reconnaître, s'apprécier, s'écouter, cela a des effets biologiques.
ça change la sécrétion de substances dans notre cerveau, ça diminue l'hormone de stress, ça augmente les anticorps, ça nous donne la santé. Est-ce que vous réalisez que je viens de vous dire que la dépendance est essentielle? Il n'y a pas d'indépendance absolue avec la santé. Parce que quand on a une part des enfants, des amis, etc., on devient dépendant d'eux. Puis ils deviennent dépendants d'eux. Puis on se donne réciproquement la santé. Ça, c'est de la biologie, pas de la sagesse. Comprenez-vous la différence? Ça, c'est comme ça que notre corps fonctionne. On peut le forcer à être tout seul et à faire toutes sortes de folies, mais il y a un coût à ça. Pour être en santé, il faut avoir une vie sociale, sociétale approfondie. Pour être en santé, nous avons besoin de nos interactions, les uns avec les autres. Lorsque nous nous accompagnons, moi j'accompagne des personnes en fin de vie depuis 15 ans. Pas tout à fait. Peut-être 10 ans. Avant, j'ai soigné des personnes en fin de vie pendant 10 ans. Mais comme médecin, comme soignant, pas comme bénévole. Maintenant, je m'occupe d'eux comme bénévole. Ce que fait le bénévole, c'est qu'il vient s'asseoir à côté du malade et puis il lui donne la chance de nous parler. Il nous donne la chance de nous dire ce qu'il vit. Quelqu'un qui n'a plus la chance de parler à personne, ben, il ne sait plus qui il est. Pour savoir qui je suis, j'ai besoin de rencontrer vos visages, vos yeux. Ce sont vos yeux qui vont m'expliquer, qui me faire voir qui je suis. Et même si je suis malade et très malade, si vous prenez le temps de venir me voir, vous me confirmez que je ne suis pas mort, que je suis encore là, et que ce que j'ai à dire est peut-être encore important. Et très souvent, ça l'est. La première chose que vous pouvez faire pour aller dans la bonne direction avec les autres, c'est de sourire tout le temps. C'est de sourire tout le temps. La première chose que vous pouvez offrir à ceux qui sont autour de vous, c'est votre sourire. Parce que votre sourire, c'est une porte ouverte. Votre sourire, c'est quelque chose, je te vois, tu ne m'agresses pas, je suis ton frère, je suis ta sœur, ni toi ni moi, nous le savons, mais dans 2 minutes, on peut s'en apercevoir. Le monde n'est plus le même si vous avez un sourire accroché au visage. C'est la première chose qu'on peut faire en société, je dirais, avant de payer ses impôts. Et puis, voyez-vous, si vous ne dites pas, hey, ce que tu as fait dans le bureau, c'était bien, j'ai trouvé ça formidable, l'autre, il ne le sait pas. Mais si tu lui dis, écoute, tu es allé voir Antoine, ça y a fait assez bien, voilà que c'est un renforcement dans des comportements de bonheur. Donc, dire, c'est important. Écouter, c'est important. Dis-moi ce que tu as vécu. Figurez-vous que ma sœur a perdu son mari d'un cancer du poumon. Ce monsieur est mort dans le salon de ma sœur. Tout d'un coup, il est devenu très très mal, puis il est mort. C'est une infirmière, professeure de sciences infirmières. Elle m'a raconté 40 fois la mort de son mari. Est-ce que vous pensez qu'elle pensait que j'étais trop Alzheimer pour m'en rappeler? Pourquoi 40 fois? Parce qu'elle avait besoin de revivre dans sa tête, de s'assurer qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait, qu'elle n'avait pas rien négligé, qu'elle n'était pas responsable de ça, qu'il était malade d'une maladie qu'elle ne pouvait pas contrôler et que la médecine s'en était pas occupée comme il faut. Et c'était au fond
en racontant quelque chose, une façon de passer par-dessus ce traumatisme-là. Quand vous écoutez vos voisins, surtout quand ils vous parlent de choses difficiles, vous êtes en train de leur faire un cadeau qu'ils n'ont pas eu. Ils vont retrouver un peu plus de qui ils sont au milieu de cette démarche. Le système relationnel a donc des effets très importants et qui impliquent aussi la réponse au stress et des endorphines. Si vous allez voir un docteur parce que vous avez le problème X, il vous écoute de peu près 3 minutes et quart, il prend un petit papier, il écrit une prescription. Il attend. Voilà, madame. Vous sortez avec votre petit papier, frustré. Parce que vous n'avez pas eu le temps de dire quoi que ce soit, vous n'avez pas eu le temps d'expliquer ce que tu étais en train de dire. Mais si le docteur vous dit, écoutez, madame, c'est pas votre affaire, il vous écoute pendant 25 minutes, il vous pose des questions, il vous explique qu'est-ce qu'il va faire, puis quelle molécule il va vous donner, si c'est utile, quel effet secondaire ça peut avoir. Puis il vous donne son numéro de téléphone si les numéros de secondaires sont trop grands. Quand vous repartez, hey, lui, il m'a écouté, lui, c'est un bon. Quelle différence? Eh bien, les médicaments de celui qui n'a pas parlé à sa patiente ne marcheront pas aussi bien que les médicaments de celui qui a parlé longuement à sa patiente. Pourquoi? Parce que l'élément relationnel qui est nécessaire à la rencontre, il était là dans le deuxième cas, et pas dans le premier. Est-ce que c'est un effet placebo? C'est pas un effet placebo. C'est l'effet naturel des relations sur notre capacité d'être heureux. Ce médicament sans réconfort, eh bien, ça n'est pas bon. On va être obligé d'en donner beaucoup plus. La rencontre permet une bien meilleure réponse à tous les médicaments, y compris les médicaments qu'on a dedans. Je vous donne ici un cas extrême. Voilà 2 prisonniers qui sont dans un camp de concentration allemand à la fin de la guerre. Ils sont là depuis 3 ans. Ils sont dans la même cellule. Ils mangent en même temps. Quand un a trop faim, l'autre donne un peu de son sandwich. Et depuis 3 ans, ils se sont aidés en partageant un peu la nourriture, la boisson, en s'écoutant, en étant ensemble. Leur système de bonheur n'est pas descendu à 0,00. Leur système immunitaire n'est pas descendu à 0,00. Il n'est pas haut, parce qu'ils sont très mal nourris, il est à peu près à 10%, mais c'était assez pour les garder vivants. Puis un beau matin, il y en a un des deux qui décède. L'autre devient tout seul. Il se tourne sur son lit en bois, il regarde le mur, et 3 jours plus tard, il est mort. Il est mort de quoi? D'une pneumonie. Pourquoi? Parce que le système immunitaire est descendu à 0. La première bactérie qui est passée a fait une pneumonie, a empêché les poumons de marcher. Il est mort d'une cause infectieuse par manque d'immunité. Si l'aide réciproque n'avait pas été là, il ne serait pas resté 3 ans plus là. Il serait mort après 1 an. Donc, même des effets qui sont des effets dans des mauvaises conditions, c'est extrêmement important pour notre capacité de survie. C'est le contraire du malheur. Quand on est malheureux, on est déprimé, on devient fatigué chroniquement, on a une image de soi-même qui change, on n'est plus certain qu'on vaut la peine d'être aidé, on devient incertain sur soi-même. La résistance immunitaire diminue, le mal-être qu'on vit, au fond, c'est la porte ouverte au non-être. Le non-être, c'est la mort. On ne peut pas vivre longtemps si on n'a pas ce bonheur qui fait partie de notre goût de vivre. Quand on le perd, eh bien, on décède pour des raisons biologiques.
tournons-nous vers les personnes qui sont très malades et en fin de vie. Elles ne bougent plus. Elles ne sont plus assez fortes pour être dans un fauteuil, dans un lit. Si elles ne bougent plus, elles ne font plus dans leur fond. Donc, elles sont déprimées sur le plan de la production. Elles, on les tourne dans leur lit, et quand on les tourne, elles grimacent de douleur. Pourquoi? Parce que tourner en lit, c'est l'équivalent de faire du jogging. Ça augmente. Il n'y a pas d'endorphine. Alors, ça fait mal. Vous n'êtes pas surpris qu'il y ait des malades à qui on donne de la morphine avant de les tourner dans leur lit. C'est pas parce qu'ils ont une blessure au bras ou à la jambe ou au corps. Il n'y en a pas. C'est parce qu'il n'y a plus d'endorphine pour faire face à ce mouvement-là. En plus, ils ne mangent plus. Quand on ne mange plus, on est dénutri. On n'a plus les acides aminés qu'il faut pour faire des endorphines. Donc, la machine à synthétiser les endorphines, ça ne marche plus. Et le cancer qui est en arrière de tout ça, c'est un voleur. La première chose qu'il mange, c'est le cancer qu'il prend pour lui. Puis le reste qui s'étouffe. Et le malade, c'est le reste. Et donc, le cancer est en train de te pousser tranquillement vers la fin de ta vie. Si vous êtes malade et en fin de vie, vous devenez extrêmement dépendant du petit peu qui reste d'endorphine. Et en particulier de celui qui vient du contact des uns avec les autres. Quelqu'un qui est malade et en fin de vie, que vous allez visiter, avec qui vous passez une demi-heure, même si vous ne dites pas beaucoup de choses dans la vie, voilà qu'il va se faire à aller mieux. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ça, c'est la douleur et la mobilisation. Les gens qui n'ont aucune lésion, mais qui n'ont plus d'endorphine, on ne va pas les bouger. Ça a été publié déjà en 2010. Voici ici le taux total d'endorphine en haut en vert. Au début, toutes les endorphines, c'est la somme des endo et exo. Il n'y en a pas d'exo. Donc, vert et bleu, c'est pareil. Là, je ne pense plus, j'ai plus déprimé, voilà que les endorphines baissent. Mais je peux donner des exorphines pour pouvoir passer le bleu qui descend. La ligne en haut, elle n'est pas changée. Vous ne serez pas surpris de voir que des gens en fin de vie, à qui on donne des très petites quantités d'équivalent morphine, pour que les endorphines ne soient pas en manque, on a besoin de plus en plus avec le temps. Parce que plus la ligne bleue descend, plus il faut la remplacer par la ligne rouge. Alors, si votre papa, votre maman prend plus de morphine une semaine après, c'est pas forcément parce qu'il va plus mal. C'est aussi parce qu'il faut remplacer plus d'endorphine qui ne se fait pas. C'est plus compliqué que ce que vous pensez. Évidemment, ici, on est dans des très petites doses de médicaments. Il arrive qu'on ait besoin de beaucoup plus grosses doses. Parce que là, j'ai des métastases dans mon foie, sans mal pas à peu près. J'augmente les doses de morphine. Dans cette, je ne suis pas arrivé au plateau. Quand j'ai la bonne dose, ici, ça veut dire un plateau. Et puis quand je vais être au plateau, le malade va être bien contrôlé et il va prendre de bonnes doses de morphine. J'ai eu un malade qui prenait 1 gramme de morphine tous les jours. 1 gramme. En général, on donne 30 mg, 50 mg, 60 mg par jour. Lui, c'est 1000 mg. Et il conduit sa voiture. Et il fait ses affaires à la banque. Et son cerveau est parfaitement correct. Si la morphine équilibre la douleur, il n'y a pas de problème. Si la morphine est là, il y a des gros problèmes. Mais si elle est à l'équilibre, il n'y a pas de problème. Donc, augmenter une médication antidouleur et supprimer la douleur, c'est infiniment mieux que de laisser souffrir les malades. Quand tu as mal, tu prends le drap, tu le tires sur ta tête, tu roules en boule dans ton lit et tu n'as plus aucun contact avec personne. Et au bout d'un mois, tu ne sais plus qui tu es.
Mais si tu as assez de médicaments pour être confortable, tu peux rencontrer les gens qui viennent te voir. Tu peux avoir des conversations signifiantes. Ça peut aller beaucoup mieux. Tout ça pour vous expliquer que les bénévoles qui viennent rencontrer les malades, eh bien, ces bénévoles font partie de plein droit de l'équipe de soins. Ce qu'ils vont faire, c'est de changer la façon dont le malade reçoit sa médication, qui va devenir beaucoup plus efficace. Même s'ils n'ont pas le temps pour de très longues rencontres, le contact est une source d'endorphine et de bien-être. Et s'il y a plus d'endorphine, il va y avoir moins d'endorphine, il va y avoir moins de médicaments. Il faut comprendre que la douleur est une qualité sous influence. Quelqu'un qui a du mal alors qu'il est heureux a beaucoup moins mal que quelqu'un qui a le même mal mais qui est malheureux. Parce que les endorphines font partie de la réponse. Si les endorphines sont hautes, on a évidemment beaucoup moins de mal. En fin de vie, voilà qu'on devient un peu dépendant des autres, alors qu'on a toujours été autonome. On devient seul parce qu'on ne vient pas nous voir tout le temps, mais surtout parce qu'on ne peut plus voyager seul. On est coincé dans une chaise roulante, à attendre l'ascenseur pour de longues minutes. On passe sa vie, on n'est pas certain de ce qu'on a fait, de la qualité de ce qu'on a réussi à faire. Les priorités qui restent dans le temps qui reste deviennent tellement importantes. Ben, il faut que je l'aille voir. J'ai pas vu ma fille depuis 3 ans. Là, ça va mal. C'est maintenant qu'il faut que je la vois. Et c'est vrai. Et il va falloir trouver une façon de faire venir cette fille. Le malade, il n'est plus très certain de qui il est. Il y a plein de questions sur lui-même, dont des questions nouvelles. Et il a besoin de se raconter. Parce que s'il se raconte, il se découvre et il va trouver lui-même les solutions à son problème. Et nous, le bénévole, on est là pour l'aider à rester lui-même jusqu'à la fin. Le bénévole est donc essentiel dans les soins palliatifs et la narrativité, c'est-à-dire d'écouter le malade, qui raconte, qui narre, est l'outil numéro 1 du bénévole. Accompagner, c'est donc soigner. Et il y a des bases biologiques à ça. C'est pas juste de la psychologie, ça. Je dis rien contre la psychologie, là, hein? Très utile, la psychologie. Mais la psychologie a aussi, d'ailleurs, des bases biologiques et des conséquences biologiques. La rencontre permet un soin, mais c'est un soin réciproque, parce que le bénévole en bénéficie autant, sinon peut-être plus que le malade. Quand on se met à partager un petit morceau d'humanité, c'est la tienne et c'est la mienne. Et entre nous, se met à fuser et à pousser quelque chose qui n'est pas lui, qui n'est pas moi, et qui arrive tout seul. Seulement parce que je suis là, et que lui, il est là. Et pour que ça marche, ça, il faut avoir confiance. On va rencontrer quelqu'un, on le rencontre dans toute dignité, tout respect pour ce qu'il est, avec le temps qu'il faut, avec cette confiance à l'intérieur que nous avons, que ça va changer quelque chose. Hey, ce que vous faites quand vous n'avez pas confiance, là, ça ne marche pas. Mais si vous faites avec confiance, cela marche très bien. Les bénévoles sont-ils facultatifs? Mais non! Ce n'est pas facultatif. L'accompagnement est un médicament en soi. Et c'est pour ça que quelquefois, je vais expliquer à la famille, vous savez, le meilleur médicament aujourd'hui pour lui, c'est vous. Votre présence va calmer beaucoup de choses et va lui permettre d'être beaucoup mieux et de redevenir lui-même. Il n'y a pas de pilule qui peut faire ça, mais votre visage peut faire ça. Vous êtes précieux, précieuse,
pour lui. Donc, les bénévoles font pleinement partie des soignants. Ils ne sont pas facultatifs. Il faut en avoir dans tous les soins palliatifs. Des soins palliatifs sans bénévoles, ce ne sont pas des soins palliatifs. Et des malades qui ont des familles nombreuses qui viennent les voir souvent ont aussi besoin de bénévoles. Quelque part, ils ont envie de parler de choses qu'ils ne parleraient pas à leur famille, mais qui vont parler avec le bénévole, sachant que le bénévole n'est pas là pour aller raconter rien, mais il leur laisser la chance de poser des questions et de se poser sur eux-mêmes. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai été juste? Cette décision-là était-elle correcte? Moi, je vais avoir 80 ans. Je me rends compte aujourd'hui que les motivations de ma vie, quelquefois, étaient mélangées. C'est sûr que je ne voulais pas faire mal. Mais peut-être qu'il y avait d'autres motivations plus égoïstes aussi derrière, dont je ne m'apercevais pas à 30 ans. Mais à 80, oui, peut-être que c'est mélangé. Mais qui n'est pas mélangé? Nous sommes continuellement faits d'un mélange de rien. Plus de ci, un peu moins de ça. Et ça, ça fait ce que nous sommes. Et donc, c'est important. Je dis qu'à la fin de la vie, regardez votre vie avec un œil nouveau. Lorsque la marée descend, le paysage change. Vous commencez à voir des choses que vous n'aviez pas vues avant. Des choses qui sont à vous, qui portent votre histoire, des choses qui vous appartiennent, des choses que vous reconnaissez, et quelquefois des choses dont vous n'avez jamais vraiment parlé. Et là, vous avez comme besoin de parler. Je voudrais vous donner un exemple concret de ce que je viens de dire, pour que vous ayez l'impression que je suis en train de voler le mémoire. J'ai commencé la médecine palliative en 2003. J'ai fini en 2018. Donc, j'ai fait ça pendant 15 ans. Après 5 ou 6 ans, j'étais médecin palliatif à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. J'étais chef de service là pendant quelques temps. Et un jour, un de mes collègues gynécologues me demande d'aller voir une malade. Il me dit, écoute, j'ai cette malade à tel lit, là. Elle n'est pas en fin de vie. Elle a 55 ans. Elle a un cancer dans le ventre important. Elle a de la douleur. Et depuis 2 semaines qu'elle est là, je ne suis pas capable d'enlever la douleur. On me dit que tu es devenu très bon pour la douleur. Est-ce que tu voudrais aller la voir? Et pourquoi pas? Les soins palliatifs commencent quand on a une diagnostic d'une maladie grave. Et ça peut être 2 ans avant. Ça peut être 3 ans avant la fin de la vie. Alors, je vais voir cette madame-là. Un vendredi après-midi. Vers 1h30. Je mets ma chaise à côté de son lit, je m'assois. Bonjour madame, je suis un docteur qui s'occupe de la douleur. Pas un docteur de soins palliatifs parce que ce serait pas très avantage. Mais je suis un docteur pour la douleur. Pouvez-vous m'expliquer comment ça va, comment vont vos médicaments, qu'est-ce qui se passe, et voilà qu'elle me raconte. La première pilule, puis la deuxième, puis les conséquences, pourquoi elle l'a arrêtée, puis la troisième, pourquoi ça ne va pas. Puis à peu près au bout de demi-heure, on a fait le tour, et je comprends ce qui ne va pas bien. Je me prépare à lui dire au revoir, mais elle continue à me parler. Et voilà qu'elle se met tranquillement à me raconter sa vie. Et elle le fait comme si sa vie était faite de grands segments attachés les uns aux autres. Ma vie comme étudiante jeune adulte, ma vie comme nouvelle maman dans une famille qui vient d'être fondée, ma vie au travail pendant 10 ans, et puis ma vie quand mon fils est né à l'âge de 17 ans s'est suicidé. Et puis, la rupture de mon mariage à cause de ce drame. Et puis, ma vie comme célibataire, puis avec le travail, et avec les enfants qui restent. Et puis, ma vie, et chaque fois qu'elle me raconte ça, tu t'aperçois
Il y a un petit fil rouge qui relie ces perles là pour en faire comme un collier. Le fil, c'est elle. Personne ne raconte sa vie deux fois de la même façon. Parce qu'on raconte sa vie à la lumière du présent, à la lumière d'aujourd'hui. Elle me raconte sa vie et elle a des surprises. Ah, je m'aperçois, docteur, en me racontant ça, que si je n'avais pas vécu cet événement-là à l'âge de 30 ans, je ne serais pas capable de passer à travers ce que je vis aujourd'hui. Je viens de découvrir qu'il y a une espèce de jet de force qui a traversé ma vie à l'occasion de cet événement et qui est encore important pour aujourd'hui. Et moi, je dis, ah, oui, ah oui, ah oui. Puis vers 4h30, je suis obligé de lui dire, madame, je dois faire de la visite aux soins palliatifs avant de partir. En fait, à l'unité avant de partir. Je ne pourrais pas continuer la conversation avec vous. Je vous remercie de votre accueil, de m'avoir fait confiance, et je vous reverrai la semaine prochaine. Docteur, merci pour cette belle conversation. C'était un monologue. Mais pour elle, c'était une conversation. Le lundi, je ne veux pas l'avoir. Je rentre, je pousse la chambre, la porte n'ouvre pas. Dans la chambre, il y a une civière. Il y a deux infirmiers qui les mettent sur la civière et qui l'amènent à la salle d'opération. Je ne suis pas capable de rentrer. Je l'aperçois à peine sur la civière. Je fais un petit babaille avec ma main. Bonjour madame, je reviendrai. Et je m'en vais. Je n'ai pas ma place là. Le vendredi de cette semaine, je retourne la voir. Elle est assise au fauteuil. Toc, 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 entrée, pas de problème. Elle est assise là, elle me regarde l'entrée. Elle a un grand sourire. Elle me dit, docteur, avant toute chose, il faut que je vous remercie pour votre dernière visite. Oui, non, madame, ça va bien visiter. Je vous ai fait un petit bavaille de loin parce que je ne pouvais pas rentrer dans votre chambre. Oui, c'est vrai. Mais docteur, je m'en allais à la salle d'opération. J'ai été éclaté en 1000 morceaux. Je ne savais pas si je voulais en venir ou rester sur la table. Je ne voyais aucun futur pour moi. C'était noir. Et là, j'ai vu votre maman. Et je me suis retrouvé dans la bulle de vendredi dernier, lorsque nous avons eu l'occasion de parler ensemble longtemps. Et voilà que tout à coup, je me suis senti réunifié et je suis parti confiante avec le désir de revenir. Cette histoire s'est passée en 5 minutes, 4 minutes, peut-être moins. Je n'ai rien fait pour que ça arrive comme ça. Elle a la gentillesse de me dire ce qu'elle a vécu. Elle n'aurait pu ne pas me le dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette visite était comme une visite bénévole qui a utilisé l'outil très simple d'être avec, d'écouter, et puis quelque part derrière, d'aimer. Un amour qui est un amour très, très comme ça. Mais on ne peut pas accueillir quelqu'un sans avoir accueillir en soi le désir de cette qualité de rencontre, dans lequel il y a toujours un peu d'amour. Ce geste-là lui a sauvé la vie. Et elle est morte 10 ans plus tard, des complications de sa maladie. Mais elle m'a laissé quelque chose de précieux. Elle m'a laissé le témoignage que le simple fait de se rencontrer, de se raconter, d'être celui et celle qu'on est, l'un avec l'autre, dans la vérité de ce que nous sommes, je dirais même plus dans l'humilité de ce que nous sommes, change tout.
Et ça ne change pas tout seulement sur le moral, ça change tout sur le biologique aussi. Et peut-être qu'elle n'aurait pas vécu 10 ans s'il n'y avait pas eu cet effort supplémentaire à laquelle elle a été invitée. Cette diapositive vous montre une diapositive faite en couleur, un jour de brouillard dans l'ouest canadien. Ça, c'est l'océan Pacifique. La marée est basse. Et vous voyez qu'il y a une rivière qui vient trouver son chemin vers la mer et qui descend maintenant. Nous sommes tous des rivières et nous allons tous vers la mer. Mais on n'est pas très certain de ce qu'il y a dans la mer. Le monde va être assez différent du monde que l'on connaît. On a un petit peu peur d'aller vers la mer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas y aller tout seul. On a besoin de la main de quelqu'un, de l'écoute de quelqu'un, pour se décider à aller vers la mer. Et si cette écoute de quelqu'un se met à réveiller en nous notre capacité d'interaction et d'humanité, tout change. Un jour, une madame qui a un cancer du sein, très avancé, et des soins palliatifs depuis 2 semaines, qui donne du mal, qui va bien, qui reçoit des bénévoles régulièrement, avec qui elle parle, m'arrête dans le corridor et me dit, docteur, samedi prochain, c'est la fête de mon fils. Ah, mais mon mari va venir, et lui aussi, on voudrait faire une petite fête pour bien griller samedi matin. Le samedi, je te regarde, je dis, oui, c'est pas possible. Quelle heure? Elle dit, vers 10h30. À 10h30, je rentre dans la chambre. Le fils est là, assis sur un petit siège. Le mari est debout. Il a sorti une bouteille de champagne. Je lui explique que moi, je ne peux pas prendre de champagne parce que je suis de garde. Je vois les malades. Mais que je prendrais volontiers un peu d'eau avec des bulles, puis il y en avait aussi. Et puis, on trinque à la santé de son fils. Et la maman dit, écoute, Jean, son fils s'appelle Jean, viens t'asseoir ici. Jean, tu sais qu'il y a, aujourd'hui, c'est ta fête de 20 ans. Tu comprendras que maman n'est pas allée faire des courses. C'est un bien cadeau, elle ne pouvait pas. Et j'ai pensé de faire un autre cadeau. Ici, il y a 20 ans, ton papa et moi, nous sommes partis pour la côte est américaine. Et nous avons loué un petit motel sur le bord de la mer. C'était tellement près de l'eau que quand les fenêtres étaient ouvertes, on pensait que l'eau allait rentrer par en dessous de la porte. Mais c'était un moment de pur bonheur. Et c'est là que nous l'avons fait. Nous voulions un fils et tu es arrivé à ce moment-là. Et je voulais te dire aujourd'hui, parce que je ne suis pas sûr de te le dire l'année prochaine, que tu as toujours été le fils que nous désirions, que tu ne nous as jamais déçus, que nous admirons les talents que tu as. Tu fais infiniment mieux que ce que nous avions espéré de toi. Et la rencontre, et vos rencontres ensemble, nous nourrissent, ton papa et moi. Oh. Qu'un jeune homme de 20 ans peut entendre sans se sentir considérablement plus fort, tu es digne de notre amour. Moi, j'ai 3 filles. Je n'étais pas sûr, leur avoir jamais dit ça comme ça. Je leur prends. Je vais le faire. Ce moment de la fin de la vie, aux soins palliatifs, elle va mourir dans 1 semaine. Ce moment a été créateur pour son fils, mais aussi pour elle. Elle était rayonnante de joie d'avoir pu lui dire ça, alors qu'elle était pleinement là, et que cela représentait parfaitement cette femme. Je voudrais vous dire que sans bénévole, qui restaure la capacité relationnelle, peut-être qu'elle ne serait pas arrivée à faire ça.
C'est encore plus vrai dans la prochaine histoire. Voilà un monsieur, il conduit un camion entre tout le long de la rivière Matapédia jusqu'à Matapédia. C'est un gros camion plein de caisses de pièces. Et il s'en va de dépanneur à l'hôtel, d'hôtel à l'autre pour déposer des bouteilles de bière. Puis il y a une grosse boîte de 24 dans la boîte arrière pour son usage personnel. Comme aussi de la bière quand il le conduit. Il a une vie un peu compliquée. Il s'ennuie dans son camion et il fume au moins 2 paquets par jour. Quand tu ouvres la porte du camion, c'est un parfum de nicotine à faire tomber les mouches. Et puis voilà que ce monsieur arrive à l'hôpital, un cancer de poumon, il est dans ses derniers jours. Il est très mal, il a beaucoup maigri, il est souffrant. Après quelques jours, ça va beaucoup mieux. Pour les symptômes, et la maladie contribue son fiche pain pour ça. Et voilà qu'un samedi matin, quand je fais ma visite, je le vois, debout au bout de son lit, habillé en noir. Les bénévoles ont mis des ballons dans la chambre. Il est en train d'épouser sa blonde. Sa blonde, c'était sa 3e blonde. Elle était pas là depuis très longtemps. Puis elle était très contente qu'il conduise un camion, qu'il ne soit pas à la maison 3 jours. Parce que quand il était à la maison, il consommait sa bière à la maison, il devenait violent quelquefois. Et donc, elle avait peur un peu de lui aussi. Et voilà que ce matin-là, il est au bout de son lit, elle est là, et lui de lui dire « c'est toi », et elle d'entendre « c'est toi ». Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la figure de ce monsieur. Tout à coup, il était devenu rayonnant, au-delà de ce qu'il pensait pouvoir être, infiniment plus digne à ses propres yeux que sa vie antérieure lui avait permis. Il est en train de se découvrir un espace d'authenticité, de liberté, et dans cet espace-là, il associait sa blonde. Et il accrochait ça comme faisant partie de leur histoire commune, nouvelle. Il avait une fierté et une beauté extraordinaire. Extraordinaire. Ce monsieur, sans la visite et l'accompagnement des bénévoles, aurait-il été capable de poser un geste qui n'était pas naturel pour lui? Sa vie n'allait pas dans ce sens-là. Mais là, tout à coup, il est allé. Et moi, je pense que les bénévoles sont là pour quelque chose. Je vais terminer dans une minute par une histoire qui me semble très importante que je voudrais que vous reteniez. C'est une histoire qui nous explique comment la fin de la vie est précieuse. Vous savez, 80% des gens qui descendent comme ça vers la fin de la vie, à un moment donné, ils deviennent comateux. Quand ils sont comateux, ils ne peuvent plus répondre à rien. Ils entendent tout, ils peuvent répondre à rien. C'est comme mon ordinateur. Si je ne touche pas pendant 10 minutes, l'écran devient noir. Il garde son jus pour la prochaine fois. Il faut que j'y touche, puis là, il sera là. Il y a des comateux, c'est un peu. Et je me rappelle de ce monsieur, ce beau monsieur, gros, grand et large, très fort, dont l'épouse est une petite madame, toute maigrichonne, toute petite et toute apeurée. En plus, il manque un petit bardeau. Alors, elle est là, mais elle a des sites légers. Et on le voit quand on lui parle. Et la première chose qui nous impressionne, c'est qu'elle n'arrive pas à s'habituer à la maladie de monsieur. Et monsieur, c'est lui qui fait les courses. C'est lui qui paye les impôts. C'est lui qui règle le linge sale. C'est lui qui fait tout seul. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, docteur, vous savez, vous avez beaucoup amélioré sa situation. Il va beaucoup mieux, il y a moins de mal. Ben, je pense que vous avez trouvé la bonne recette.
La semaine prochaine, quand on va le ramener, je vais changer la maison pour qu'on puisse mettre son lit dans le salon, pour qu'il soit plus proche de la toilette, puis vous allez voir, ça va bien aller. Madame, je vous ai dit bien souvent, à mon avis, ce serait probablement pas possible qu'il reparte, parce que nous, on trouve qu'il perd du terrain. Oui, il est moins inconfortable. Oui, il est devenu pas emprisonné dans la douleur, mais le reste, ça s'améliore pas. Hey, docteur, vous êtes bien négatif. Attendez encore quelques jours, vous allez le voir. Et le lundi qui suit, monsieur tombe dans le coma. Madame vient le voir l'après-midi, comme tous les après-midi. Elle voit qu'il ne répond pas. Elle tapoche sa figure, elle le base un peu. Il ne répond pas. Elle devient très anxieuse. Elle se met à marcher dans la pièce, à faire des ronds. Elle va passer une après-midi à marcher dans la pièce. Elle vient de se heurter à la réalité. Elle faisait du déni parce qu'elle n'était pas capable d'accepter que monsieur est parti. Et là, voilà que le déni est plus possible parce que c'est évident qu'il n'est plus là. Elle est partie le soir, elle est revenue le lendemain, le mardi, puis le mercredi, puis le samedi. Elle passe maintenant beaucoup de temps assise près du lit et elle tient la main de son ami. Puis le jeudi, puis le vendredi, puis le samedi. Moi, je pense qu'il fait le mort depuis bien longtemps. Non. Puis le dimanche. Le dimanche soir, je fais ma dernière visite avant de partir. Je passe devant la chambre. Il est dans son lit. Il respire lentement. Il n'est pas tout mais il est dans le coma probablement. Et elle tient la main de son ami. Et je me demande qui tient la main de qui? Et je pense que c'est une très bonne question. Même en coma, il lui a donné quelques jours de plus pour s'habituer à cette différence de présence qu'elle allait vivre. Ça lui prenait, elle, quelques jours de plus. Je voudrais que vous reteniez que la fin de la vie peut être un moment d'humanité exceptionnel. Vous allez entendre des vôtres, des paillettes d'or qui vous suivront toute votre vie. Il y a des choses qu'on ne comprend pas si on n'est pas au chevet de quelqu'un. Notre propre humanité ne se comprend pas complètement si on n'a pas accompagné quelqu'un dans ce livre. Et nous allons tous les lire. Alors, avant de se dire, on va juste se faire donner une petite piqûre pour repartir, on devrait se demander, dans le temps qu'on perd, y avait-il des choses qu'on aurait pu dire, entendre ou faire? Et on peut quelquefois faire, même dans le courant. Je vous remercie pour votre patience.